bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du bulletin du lundi après un mois d'absence. Oui, je sais, je me fais rare de ces temps-ci. Faire des vidéos, ça me prend énormément de temps le lundi, le temps de la monter, de recommencer 10 fois ce que j'ai à dire puisque ça ne me convient jamais, de mettre tout ça avec le iMovie, ça me prend énormément de temps et résultat, quand je rentre du bureau le lundi, je fais... pas envie quoi. Donc voilà, donc là je suis en congé, donc je vous en fais une cette semaine-ci, je vous en ferai peut-être une la semaine prochaine, après on verra, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, donc petit point lecture sur le mois passé, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de livres, puisque j'ai quand même pas mal lu, j'ai une grosse frénésie de bouquins, je lis assez vite pour le moment, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, voilà, j'essaye toujours de regarder mes séries en même temps, mais c'est vrai que pour le moment, j'aime bien de lire. En plus, j'ai trouvé vraiment des bonnes lectures en ce moment, j'ai pas beaucoup de déceptions. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Passé, je vous quittais, j'étais en train de lire le tome 7 de Noblesse Oblige, Le Roi mis à nu de Sally Mackenzie chez Milady Pemberley. Milady Romance, hein, bien sûr. Je vous avais déjà fait le pitch, donc je vous expliquais qu'on suivait Stephen Parker Roth. Enfin oui, je me suis aperçue que j'arrêtais pas de dire Stéphane dans ma vidéo, mais en fait c'est Stephen, puisque c'est avec un E, c'est pas avec un A, donc c'est Stephen. Stephen, donc, qui est le frère de John, dont on fait la connaissance dans le tome 4, et de Jane, dont on fait la connaissance dans le tome 6. Et donc ici, notre Stephen, il a 30 ans, il se dit qu'il serait peut-être temps qu'il se cherche une épouse, parce que s'il ne le fait pas, de toute façon, il y a sa mère qui va commencer un petit peu à le pousser dans ce sens-là. Donc il se dit, bon, je vais peut-être mettre les pieds dans les balles et compagnie, essayer de me dégoter une petite femme à épouser. Une petite femme qui acceptera évidemment que lui parte en expédition dans tous les recoins du monde pour trouver des plantes exotiques et elle, qu'elle reste à la maison pour s'occuper des gamins. Voilà, supervision du couple, n'est-ce pas? Toi, maison, moi, partir. Ok, c'est bien. Et donc il va tomber sur Anne, qui est la fille de Lord Crane. Et elle cache un lourd secret et ils vont être attirés l'un par l'autre et ils vont s'embrasser comme ça en pleine rue devant la plus grande commère de Londres qui est Miss Dudley. Et elle va forcément propager la rumeur, s'embrasser, patati patata. Et pour ne pas compromettre la saison de sa sœur, qui fait son entrée dans le monde, qui s'appelle Evie, et pour ne pas avoir un scandale sur elle, eh bien John, non c'est pas John, c'est Stephen, donc Stephen va dire à tout le monde qu'ils sont fiancés, qu'ils se connaissent déjà depuis un bout de temps et que voilà, ils se sont retrouvés et que maintenant ils ont envie de se marier. Donc le but c'est de faire la comédie le temps que la saison soit terminée pour ne pas compromettre la saison de sa sœur, mais au fil du temps, voilà, c'est pas ce qui doit se passer, ils vont bien s'entendre et compagnie. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome-ci, j'ai aimé Stephen parce que je trouve qu'il avait beaucoup d'humour. C'est un personnage, quand je le voyais dans le tome 6, j'avais vraiment envie de le rencontrer parce que je le trouvais qu'il était avenant, il était très sociable, pardon, et surtout, alors que lui aussi est un passionné des plantes, je trouvais que sa manière d'être était totalement différente de son frère John, qui lui est très renfermé et ne vit que pour ses plantes et limite d'un gros asocial, quoi. Et voilà, donc j'avais hâte de connaître le personnage, il m'a pas déçu dans ce tome-ci. Anne, j'ai trouvé que la façon dont l'auteur approche son histoire, c'était assez intéressant parce que j'avais jamais vu ça en romance jusqu'ici, que ce soit abordé de cette manière-là, son petit souci. Et j'ai compris ses craintes, ses doutes, et voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a un personnage détestable dans le roman dont vous ferez la connaissance, c'est... Vous verrez, c'est un gros connard. Vraiment, très gros connard. Et ce petit monde gravite. Il y en a ces trois-là, surtout. Ça tourne toujours autour de ces trois-là. Et l'histoire est faite autour de ces trois-là. Et à la fin, barre la bouffe, pour moi, ça s'est un petit peu effondré. C'était parfait. Et je me disais, ouais, je vais pouvoir coller un coup de cœur à ce dernier tome pour le tome en lui-même, mais aussi pour l'ensemble de la saga, puisque je l'avais jamais fait en disant, en ayant lu les 3 derniers tomes d'une fois, ça prouve quand même que je suis fort attachée au personnage, fort attachée à cette saga, et j'avais envie, en quelque sorte, de remercier l'auteur en mettant le dernier tome un petit coup de cœur. Et à la fin, par DAF, comme d'habitude, hein, à chaque fois à la fin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, c'est toujours un peu bâclé, toujours trop rapide. Et ici, c'est encore pire parce qu'on est revenu sur le gros travers du tome 1, à savoir on part dans une situation qui devient très dramatique et à partir d'un moment donné, la situation s'arrange, forcément c'est un happy end à la fin, mais j'ai trouvé que les personnages, ils s'en remettaient un peu facilement, quoi. Genre vous avez un gros truc qui vous tombe dessus, mais vraiment énorme, et 1 heure après ça va déjà mieux, vous faites des galipettes dans la chambre.
Voilà, pour moi, c'est pas logique, c'est pas crédible. Il manque quelque chose, il manque des pages, il manque un petit peu de remise en question, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je trouve que la fin est un peu bâclée. Et du coup, bah, je lui ai pas mis de note coup de cœur à cause de ça, parce que même si j'ai aimé quasiment toute l'histoire, bah, la fin a un petit peu gâché tout. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu La Ronde des Saisons, le tome 1, Secret d'une nuit d'été de Lisa Kleypas aux éditions J'ai lu pour elle, collection Aventure et Passion. Vous savez tout le bien que je pense de Lisa Kleypas. J'ai lu au début d'année Les Hathaway, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et donc Les Hathaway, c'est un spin-off en fait de cette saga-ci. Et donc j'attendais que tous les tomes soient sortis puisque la saga a été rééditée pour pouvoir les lire parce que bon, connaissant un peu l'engouement, je me suis dit si je commence et que j'ai un tome et pas les autres, ça va être dur. Et bah de fait, ça n'a pas loupé puisque j'ai lu les 5 d'affilée. Donc dans ce tome-ci, donc on fait la connaissance de 4 demoiselles. Donc il s'appelle Évangéline, il y a Annabelle et Liliane et Daisy Bowman qui sont en fait des Américaines qui sont venues à Londres pour trouver un mari. Et ces filles-là, ben, pendant la saison londonienne, à chaque bal, elles font tapisserie, elles restent assises sur leur chaise, elles ne se parlent même pas. Personne ne les invite parce qu'elles ont quelque chose qui fait que les hommes n'ont pas forcément envie d'aller près d'elle. Évangéline, elle a un énorme bégaiement, elle est super timide, et forcément, comme elle bégaye beaucoup quand elle ne connaît pas les gens, eh bien, ça donne pas envie aux gens de venir parler avec elle, puisque ça devient très difficile de l'écouter. Annabelle est une super jolie fille qui normalement ne devrait avoir aucun problème, mais elle n'a pas de dot. Sa famille est super pauvre, elle est criblée de dettes. Elle cherche justement à trouver un mari pour essayer de sortir de cette situation, mais comme elle n'a pas de dot, il n'y a personne qui veut l'épouser. Et les sœurs Bowman, ce sont des Américaines, des nouvelles riches, et elles ont des manières d'américaines, un peu vulgaires, elles ne connaissent pas les convenances anglaises, et de fait, eh bien, les hommes ne veulent pas épouser une femme qui se permette en plus de leur tenir tête. Voilà, donc les quatre font tapisserie et lors d'une soirée où elles en ont un petit peu ras-le-bol, elles décident de discuter entre elles, ce qu'elles n'avaient jamais fait avant, et de s'unir en se disant qu'elles ne doivent pas se prendre pour des concurrentes, mais comme des amies qui vont s'entraider. Et elles vont dire, bon ben voilà, on va prendre les filles donc par âge de la plus vieille à la plus jeune. Donc ça donne Annabelle, Liliane, Évangéline et puis Daisy. Et on va chacune s'entraider en commençant donc par Annabelle pour lui trouver un mari. Donc ça c'est le pitch de départ, on connaît les quatre filles, on sait donc bien que ce qui va se passer dans la saga, on va vraiment suivre ces quatre-là. Et donc dans ce tome-ci c'est le tour d'Annabelle, comme je vous disais, qui elle cherche absolument à marier un aristocrate. Elle a beaucoup de préjugés par rapport à tout ce qui est roturier, qui devient riche et compagnie. Elle, les nouveaux riches, elle veut pas en entendre parler. Pour eux, ce sont des moins que rien. Et en plus de ça, elle a un certain Simon Hunt, un fils de boucher qui a fait fortune, qui lui tourne autour et qui lui dit que, comme beaucoup d'aristocrates d'ailleurs, qu'une fois qu'elle se sera rendue compte qu'il n'y a personne qui veut l'épouser, ils seront d'accord de devenir, enfin, qu'elle soit leur maîtresse, en fait, et comme ça, ils pourront donner de l'argent et l'avoir dans leur lit. Mais elle veut pas être la maîtresse de quelqu'un, elle veut être l'épouse de quelqu'un, mais malheureusement, voilà. Donc la première, c'est Annabelle. Annabelle qui cherche absolument à se marier dans l'aristocratie, mais voilà, le seul prétendant véritable qu'elle a autour d'elle, c'est Simon Hunt, qu'elle repousse ardemment parce qu'elle estime qu'il est très arrogant, qu'il est prétentieux, il est trop sûr de lui, et voilà, pour elle, Simon Hunt, il la dégoûte, elle veut pas en entendre parler. Et donc, elles vont essayer de mettre des manigances au point pour essayer de s'entraider. Et ici, l'histoire se passe quasiment à chaque fois dans tous les tomes, mais pas tous, à Stony Cross Park, donc, qui est la demeure du comte Westcliff, que l'on retrouve également dans la saga Hathaway, qui va forcément rencontrer son épouse dans les tomes ici. Et donc, le comte Westcliff organise une grande soirée où il invite plein de personnes. Donc, il y a les filles Bowman, il y a Évangéline, il y a Annabelle, il y a Simon Hunt aussi, puisque c'est un des meilleurs amis du comte. Et là, bon, bah, elles vont essayer de mettre les filles en place une stratégie, d'abord pour que Annabelle se rapproche d'un comte, ou enfin je sais plus ce qu'il est, mais il s'appelle Kendall, Lord Kendall, qui semble être l'un des seuls disponibles sur le marché, donc toutes les filles lui courent après, et elle va avoir une approche un petit peu délicate avec lui pour montrer qu'elle c'est une fille qui est malléable et compagnie, alors qu'elle l'est pas du tout, donc elle va un petit peu lui mentir sur sa personnalité, mais ça va marcher puisque le gars va s'attacher à elle. Et les filles vont vraiment essayer de mettre au point une technique, en gros déclencher un scandale. Mais c'est sans compter évidemment son sur Simon Hunt, qui lui n'a pas dit son dernier mot et qui va forcément essayer
foutre son nez dans les affaires d'Annabelle pour essayer qu'elle ne l'épouse pas et qu'elle soit à lui. Voilà, donc ça c'est vraiment le pitch de départ et moi j'ai beaucoup aimé ce tome parce que on voit vraiment une évolution dingue déjà dans le personnage d'Annabelle que moi je pouvais pas supporter au début. C'est ça qui m'a fait peur quand j'ai commencé la ronde des saisons. Je me suis dit, oui, oui, j'aime pas la fille, ça risque déjà d'être mauvais parce que je la trouvais avait des préjugés sur les gens du commun des mortels qui arrivaient à faire fortune et à s'élever. Mais je trouvais que ces préjugés étaient c'était un peu dégueulasse quoi. À partir du moment où elle avait un peu de sang noble parce qu'elle faisait partie d'une branche éloignée de la noblesse, ok, mais en même temps elle avait pas d'argent ni rien du tout et elle se permet encore de faire la fine bouche en critiquant ceux qui en ont. Je trouvais ça un petit peu fort. Enfin voilà, donc moi déjà Annabelle, ça ne m'a pas plu. Puis de voir qu'elles étaient vraiment capables de tout, même de piéger les gens pour essayer d'arriver à leur cause. Au fil du temps, ça s'est arrangé puisque j'ai appris à connaître Annabelle autrement. Elle a aussi revu ses préjugés. Pour finir, bon, vous doutez bien, elle va finir avec Simon. Elle va revoir son jugement sur lui. Il y a plein de choses qui se passent dans ce tome-ci. Il y a une scène derrière les rideaux qui est juste voilà, enfin moi personnellement ça m'a émoustillée à fond. Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. En plus de ça l'auteur met vraiment du suspense. Il y a de l'humour évidemment parce que les filles elles sont top. Rien que les répliques entre elles et puis c'est incroyable. Il y a aussi une partie de rounders, donc c'est une espèce de baseball ou quelque chose comme ça, qu'elles vont jouer en culotte. Ouais, j'ai vraiment adoré. Et la fin, l'auteur nous fout pas un petit peu de tension pour essayer de nous dire ah oui, vous pensez que tout va bien se finir, regardez-moi ce que je vous mets. Voilà, ça fait un petit coup de stress, ça fait peur et sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome. C'est pas mon préféré dans la saga, mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la ronde des saisons, toujours de Lisa Kleypas, qui s'intitule Parfum d'automne, toujours chez J'ai lu pour elle, toujours collection Aventure et Passion. Et celui-là, c'est mon préféré, c'est vraiment celui qui m'a retourné le cœur, je l'ai adoré, je lui ai mis 3 coups de cœur, c'est pour vous dire, enfin 3 cœurs, parce que d'habitude j'en mets qu'un dans mes chroniques, là il y en avait 3, parce qu'il était génial, parfait, tout ce que vous voulez. Donc ici on suit Liliane Bowman qui était le personnage que j'avais envie de plus découvrir parce que c'est quand même elle qui a la personnalité la plus détonnante dans les filles. Elle a pas sa langue dans sa poche, elle dit ce qu'elle pense, elle comprend pas toujours les convenances anglaises qu'elle trouve un petit peu archaïques et complètement dépassées et elle se gêne pas pour le dire et c'est ça que j'ai adoré, c'est que forcément elle dit tout ce qu'elle pense, elle dit tout ce qui lui passe par la tête et en face d'elle il lui fallait quelqu'un forcément qui ait du répondant et on a mis le comte Westcliff qui s'appelle Marcus et entre ces deux-là c'est juste électrique quoi. Au début ils peuvent pas se sentir, elle sait qu'il la déteste parce que justement ses manières sont un petit peu déplacées et lui il la trouve complètement pas épousable quoi. C'est vraiment pour lui cette fille Bowman au début quand il en parle c'est vraiment avec du dégoût en se disant mais comment est-ce qu'on pourrait épouser cette fille là, limite elle avait rien pour elle ni rien du tout et notre ami Marcus que moi j'avais trouvé adorable dans la saga Hathaway, je me dis mais c'est pas possible ici au début, déjà dans le tome 1 on voit quelqu'un de froid, quelqu'un de distant, aux antipodes de la personne que je connaissais des Hathaway, je me suis dit mais voilà, j'étais fort intriguée, donc forcément quand j'ai vu que le deuxième tome les concernait, hop, j'ai plongé dessus et j'ai complètement adoré. Il y a un humour dans ce tome qui est fou, il y a des scènes juste mémorables, la scène de la bibliothèque par exemple. Franchement, rien que d'y repenser, mais j'en ris encore, quoi. C'est juste parfait. La petite intrigue qui tourne autour parce que, en fait, Liliane adore les parfums, elle adore tout ce qui est odeur, et elle a un nez qui est exceptionnel. Elle sait reconnaître dans un parfum quand elle le sent. Elle sait tout de suite identifier toutes les senteurs qu'il compose. Malheureusement, c'est une femme, donc elle ne peut pas évidemment travailler dans ce domaine-là, ce qui serait pourtant très, très bien pour elle. Et elle va commander un parfum qu'elle a composé elle-même et le vendeur va lui dire qu'il a mis une petite touche en plus. Et lorsqu'elle va mettre ce parfum, elle va voir qu'il a des réactions assez bizarres sur Marcus puisqu'il va commencer à l'embrasser et tout alors qu'il est censé la détester. Et avec les filles, elles vont se demander si c'est pas l'effet du parfum justement qui fait que. Et donc elles vont toutes le porter tour à tour pour voir si le parfum fait cet effet-là chez d'autres hommes.
Voilà, donc j'ai trouvé ça bien trouvé. J'ai aimé la manière dont la romance progresse parce que on passe de vraiment à des gens qui s'aiment pas à des gens qui sont fous l'un de l'autre. Et ben, ça se fait en douceur, c'est crédible jusqu'au bout des ongles, c'est juste parfait. Et à la fin, encore une fois, on vous tape encore une petite zone de stress où on se demande si tout va bien se terminer pour eux. Et là, c'est vraiment venu, je m'y attendais pas du tout à la manière dont Lizzie Clépas allait tourner ça. Et j'ai trouvé ça, mais incroyable. Elle a vraiment des idées folles pour essayer de mettre ses personnages en danger. Et je trouve ça, mais je trouve ça très original. Par contre, j'ai trouvé que la fin était un peu rapide, un peu bouillonne. Si l'auteur avait mis un ou deux chapitres en plus pour encore attiser plus le stress du lecteur, je trouve que ça aurait été mieux parce que là, du coup, on a l'impression que tout se finit un peu trop facilement. Et moi, c'est ça qui m'a un peu gênée, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout puisque le reste, c'était parfait. Voilà, donc ça c'est le tome 2 de la ronde des saisons que je vous recommande puisque c'est un gros coup de cœur. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de la ronde des saisons, donc Un diable en hiver, toujours de Lisa Kleypas, toujours chez J'ai lu pour elle, toujours dans la collection Aventure et Passion. Et là, on suit la petite amie Évangéline qui a comme je vous l'ai dit, qui a un gros bégaiement, la plus timide des trois. Et son histoire ici, c'est vraiment particulier parce que l'auteur, elle a pris un petit peu l'histoire à l'envers, mais en même temps, pour deux personnages que tout oppose, on ne pouvait pas faire les choses à l'endroit, vous allez l'admettre, c'est logique. Donc elle a tout pris à l'envers. Donc l'histoire d'Évangéline, donc Évangéline, sa maman fait partie d'une bonne famille, qui était déjà un destin tout tracé et tout, et elle décide d'épouser Ivo Janners, qui est en fait un mec qui détient un lieu de jeu dans Londres où il y a des prostituées, tout ça. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un non plus très recommandable. Malgré les réticences de sa famille, elle va s'enfuir avec Ivo et ils vont aller se marier. Et il va y avoir un enfant qui résulte de cette union, c'est Évangéline. Sa maman va mourir en couche et son papa, qui se rend bien compte que le lieu n'est pas top pour élever sa petite fille, il va la confier à la famille de sa mère. Sauf que la famille de sa mère n'a toujours pas digéré le fait que la mère s'est enfuie avec Ivo. Et c'est à Évangéline qu'ils vont tout faire payer. Elle est un petit peu en prison chez elle, elle n'a pas le droit de sortir ni rien du tout. Elle est obligée de faire tout ce qu'on lui dit. Ils sont vraiment détestables avec eux, avec elle. Enfin bref, c'est vraiment pas enviable. Elle a envie qu'une chose, c'est de s'enfuir. Et jusqu'au jour, ils vont lui proposer donc de marier son cousin. Et au début, elle se dit, bah oui, si ça peut m'éloigner de mes tantes et compagnie, c'est une bonne chose. Mais le cousin, il va avoir vite fait de lui faire comprendre que lui, il n'a pas l'intention du tout de quitter la famille, il a bien l'intention de rester là. Et elle se rend compte de toute façon que, comme son père est très riche, elle est sa seule héritière, et une fois que la famille de sa mère aura mis la main sur son héritage, elle se dit, mais est-ce que moi j'aurai encore un intérêt à être en vie, quoi, en quelque sorte. Donc elle commence vraiment à prendre peur. Et donc, pour se sortir de cette situation, elle essaye de trouver une solution. Et sa solution, ben, ça va être de se faire épouser par un noble. Sauf que, bah, comme je vous l'ai dit, elle a des problèmes pour trouver un mari puisque elle bégaye et compagnie. Et donc, elle va aller trouver Sébastien, donc Lord de Saint-Vincent. Et lui qui a des dettes et qui cherche justement une riche épouse, à la mort de son père, il héritera de sa fortune et elle, en contrepartie, elle sera mariée et il lui offre sa protection contre sa famille. Voilà. Donc pour elle, c'est un bon deal et ben, d'ailleurs, il va accepter, sauf qu'elle lui dit attention, on se marie, on fera crac-crac juste une fois pour valider le mariage et puis après, plus question que vous me touchiez. Moi, non, je veux pas de ça. Donc, il accepte parce que de toute façon, pour lui, coucher avec la même femme plus d'une fois, ça n'a aucun intérêt. C'est un des plus grands débauchés de Londres. Il couche avec tout ce qui bouge, il joue, enfin bref, voilà, c'est pas non plus un mari très fréquentable, mais il est titré. Et ils vont vite se marier, et là, ben forcément, je vous dis, tous les opposent. Elle est timide, elle est douce, elle est discrète. Lui, c'est un grand débauché, il est un peu excentrique comme ça. Et on va voir un petit peu la personnalité de chacun qui va s'adoucir vis-à-vis de l'autre. Et surtout, on va voir Lord Saint-Vincent qui va évoluer, changer du tout au tout. Et je dois vous dire que ça m'a plu parce que dans le tome 2, Sébastien, moi, j'adorais pas du tout parce qu'il fait quelque chose qui m'a pas plu du tout. Donc pour moi, il était devenu un personnage persona non grata, tout simplement. Et là, ben, je vois ce personnage qu'au départ j'avais vachement d'a priori. Je me dis, mais non, Évangéline ne peut pas épouser ce mec-là, elle va être malheureuse toute sa vie. Elle a déjà été malheureuse une partie de sa vie. Je veux pas que ça continue. Pour elle, je voulais un beau mariage, je voulais quelque chose
Et je me dis non, 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 ça va pas le faire. Et puis ben, je vois le personnage qui évolue justement au contact d'Évangéline. Et là, je me dis, ah, en fait, tout compte fait, ouais, c'est clair, ils sont faits l'un pour l'autre. Hein, et voilà, et là encore, il va y avoir des coups du destin. Le passé d'Évangéline va la rattraper parce que vous dites bien que la famille, elle n'a pas dit son dernier mot. Sauf que j'ai trouvé que c'était pas assez mis en avant cette affaire-là. Moi, j'aurais fait encore quelque chose de plus grand. C'est pas le cas. Mais des menaces, il y en aura d'autres. Ça va venir d'ailleurs. Et voilà, c'est encore un tome qui est très fort. Je lui ai mis deux cœurs, celui-ci. Je préfère Liliane, parce que Liliane, c'est Liliane. Mais Évangeline, elle arrive juste après avec l'heure de Saint-Vincent. En fait, on aime ce tome-ci à cause de Liliane, on aime ce tome-ci à cause de Saint-Vincent, et aussi à cause d'Évangeline, parce que forcément, elle est attachante. Mais voilà, l'évolution, c'est celle du mec ici, elle est incroyable. Et puis on fait la connaissance de Cam Rohan, qui est le mari de Amelia dans les Hathaway. Et ben, ça fait du bien de le voir un petit peu dans un autre contexte, avant son mariage et sa rencontre avec Amelia. Enfin bref, troisième tome, encore une pure réussite. Je vous conseille vraiment cette saga, ne serait-ce que pour lire ces deux-là. C'est de la balle. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de la ronde des saisons, comme par hasard. Donc, Scandale au printemps de Lisa Kleypas, toujours chez, j'ai lu pour elle, toujours chez Aventure et Passion. Là, on suit la petite sœur de Liliane, donc Daisy Bowman, qui, elle aussi, a du mal à... Elle, c'est un petit peu la rêveuse, hein, c'est la rêveuse de la famille. Elle adore lire, elle resterait des heures enfermée dans une bibliothèque à lire, ce qui exaspère d'ailleurs son père, qui trouve que ça ne sert à rien. Et donc, puisque elle n'a pas l'air de manifester donc d'intérêt pour les hommes, en tout cas ceux de la bonne société londonienne, son père va lui dire, écoute ma fille, j'en ai un peu ras-le-bol, maintenant je vais choisir pour toi, soit tu te trouves un mari avant la fin du mois de mai, soit moi je te donne à Matthew Swift, qui est mon associé, donc c'est pas un noble, c'est un américain, mais voilà, je sais que je ferai un bon mariage, tu feras un bon mariage avec lui, en plus de ça, comme je l'adore, plus même que mes fils, eh bien, c'est lui qui héritera de ma société et tout, donc tu épouseras Matthew Shift. Alors, elle n'est pas tout d'accord avec ça, Daisy, parce que Matthew, elle le déteste. Elle peut pas le voir, elle le trouve aussi arrogant, toujours au cul de son père et compagnie. Et elle, ça l'intéresse pas d'épouser quelqu'un comme son père, puisque avec son père, ça passe pas. Enfin, en même temps, vous le comprenez, parce que Monsieur Bowman, c'est vraiment un imbécile comme pas possible. On a envie de le baffer. Je ne l'aime pas. Et comment il parle à ses enfants, pour lui, ils n'ont aucun intérêt, il n'y a que sa société qui compte et tout le reste, ça n'a pas d'importance. Enfin bref, je n'aime pas du tout Monsieur Bowman. Mais voilà, sauf que quand elle va rencontrer Matthew, elle va déjà voir que physiquement il a changé, il n'est plus le petit gringalet qu'il était avant. Et lui, il en a toujours pincé pour elle en quelque sorte, mais il lui a jamais dit. Donc il va y avoir des quiproquos et ces deux-là, ça va bien se passer aussi, mais il y a un lourd secret qui entoure Matthew par rapport à son passé qui va éclater. Donc une fois que ce scandale explose en quelque sorte, on s'attend à quelque chose de plus, mais non. Voilà, donc encore un tome qui m'a plu, mais moins que les autres. D'ailleurs, vous verrez sans doute que ma chronique sera plus courte parce que je l'ai aimé, mais j'ai pas ressenti autant d'émotions que pour les autres. Même là, alors que dans le tome 3, j'ai la première scène de sexe entre eux deux, ça a été une des plus belles scènes de sexe que j'ai lues ever en matière de romance. Autant là, pourtant ils le font beaucoup, eux, ça passe pas de la même façon. J'ai trouvé que la manière dont Daisy amène Matthew à craquer, franchement, ça m'a plu, mais ça m'a pas procuré autant de papillons que les autres. Voilà, donc celui-là, je l'ai bien aimé, mais moins que les autres. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de la ronde des saisons, donc qui s'intitule Retrouvailles de Lisa Kleypas chez J'ai lu pour elle, collection Aventure et Passion. Vous allez me dire, mais Jess, il y a 4 filles, 5 tomes, il n'y a pas un petit souci là? Ben oui, je sais, c'est vrai que c'est un petit peu le tome qui sert à rien, celui-ci, malheureusement, il faut le dire. Donc on va suivre Raphaël Bowman, qui est en fait le frère de Liliane et de Daisy, donc elle a 3 ou 4 frères, je ne saurais plus vous dire. Mais Raphaël, c'est celui qui a monté un petit peu son business de son côté, qui est riche maintenant, mais pas grâce à son père du tout. Et son père va lui poser un ultimatum en lui disant, je veux que tu ailles épouser une riche aristocrate de Londres, et en contrepartie, tu ne seras pas déshérité. Je vous dis, ce papa, il est juste trop sympathique, le papa Bowman. Et donc, bon, le voilà à Londres pour faire la connaissance de Lady Nathalie. Sauf qu'il va tomber amoureux de sa demoiselle de compagnie, Anna. C'est un petit peu gênant, évidemment. Surtout qu'elle, au départ, elle a vraiment
une très mauvaise image de lui. Elle le voit comme quelqu'un de pas sérieux pour Nathalie, qui est une femme toute douce, toute agréable, quand on écoute Anna, hein, qui est une femme toute douce, toute gentille et compagnie, et elle trouve que l'autre, il est exubérant, il dit ce qu'il pense aussi, il n'est pas forcément gentil, il aime bien piquer un petit peu quand il parle, et elle dit, mais non, il a des sales manières, c'est pas quelqu'un de bien, moi je veux pas qu'il épouse Nathalie. Et quand on voit la Nathalie en question, moi personnellement, je me suis dit, elle est gentille, elle est douce, euh, Anna et moi, on ne doit pas avoir la même définition. Parce que moi, Nathalie, elle m'a sorti par les yeux tellement je la trouvais mais un petit peu trop désinvolte. Elle agissait de manière désinvolte. Elle se dit, elle a 4-5 soupirants autour d'elle, bah, elle va les embrasser tous parce qu'elle veut goûter, patati patata. Et voilà, moi j'ai trouvé, il y avait un côté chez elle qui me dérangeait. Et Anna, alors qu'Anna, elle avait du caractère, elle aussi, elle avait cette petite étincelle qui brillait, mais comme les Bowman, qui correspondait justement à l'esprit Bowman, et je me dis, elle fera tout de suite un plus beau couple avec Raphaël. Et voilà, donc c'est petit, vous voyez, il fait 250 pages, donc il fait 120 pages en moins que les autres. Je me suis pas du tout attachée au personnage, ni à Raphaël, ni à Anna. J'ai suivi leur histoire, c'était agréable, mais ce tome est moins abouti que les autres et je comprends pas l'utilité de le faire. Alors il s'appelle Retrouvailles, donc forcément on retrouve nos quatre avec chacune leur mari qui ont déjà des enfants pour certaines. Donc ça c'est agréable de retrouver les filles, surtout pour certaines choses, mais par exemple avec Liliane, on se rend compte que parfois elle n'a pas confiance en elle et elle a peur qu'en fait son mari se lasse d'elle et en aille voir d'autres. Ben, j'ai aimé ces petits intermèdes où on les retrouvait entre eux, et pas, mais on suivait donc les autres et pas Raphaël. Mais à part ça, voilà, il m'a laissé totalement indifférente. Je l'ai terminé, je me suis dit c'est un petit peu le tome de trop, le tome qui ne sert à rien. Donc la ronde des saisons, c'est bien jusqu'au tome 4. Je dirais pas que celui-ci est indispensable à la lecture, c'est un petit complément. C'est la petite touche finale, mais pas une touche finale vraiment nécessaire au bout du compte. Voilà. Ensuite, j'ai renoué avec ma petite Charlie Davidson, donc le tome 4, quatrième tombe au fond de Darita Jones, chez Milady, collection Bitlit. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de ce livre? Vous savez, tout l'amour que j'ai pour Charlie. Et ben, un tome, je l'attends toujours avec impatience. Et puis, ben, il est vite lu. Et quand on l'a terminé, on se dit, mais on veut la suite. Donnez-moi la suite. Et encore une fois, ça a été une pure réussite, un vrai coup de cœur, ce tome, qui marque, cela dit, une cassure avec les tomes précédents. Parce que je vous assure que quand on le commence, on ne retrouve pas la même Charlet en fait. On voit vraiment qu'il y a une cassure entre la Charlet des 3 premiers tomes et cette Charlet-ci. Et ça en est pas plus mal parce qu'elle va prendre conscience de plus de choses. Donc ce tome-ci est vraiment... Il y a une petite enquête évidemment, comme d'habitude, où Charlet ici doit essayer de trouver ce qui se passe pour une de ses clientes. Alors maintenant le nom de la cliente, je ne saurais plus vous le dire, il faudrait que je le retrouve. Mais elle dit, elle se sent en danger de mort, elle voit des choses assez bizarres et compagnie, et Charlet va essayer de l'aider à comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie, dans son passé, pour voir pourquoi aujourd'hui c'en est comme ça, parce que tout le monde la prend pour une folle. Elle retrouve des lapins morts, par exemple, dans sa chambre, et personne ne croit que quelqu'un en veut à sa vie. Et tout le monde la prend pour folle. Et donc Charlet va essayer d'enquêter dans son passé pour essayer de voir ce qui a pu déclencher ça, s'il y a vraiment une espèce de traumatisme qui a déclenché tout ça, ou est-ce que vraiment quelqu'un cherche à la tuer. Donc ça c'est la petite histoire secondaire qui m'a complètement eu, parce que je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à la fin. Là j'ai été scotchée, je dois dire que côté prévisibilité je n'ai rien vu venir, je me suis fait avoir comme une bleue. Mais le plus gros du livre ici, c'est vraiment, encore une fois, c'est Charlet en tant que faucheuse. C'est Charlet et Reyes, parce que là, cette fois-ci, il est bien présent dans ce tome-ci, donc ça fait du bien. Il est là, il y a... Voilà, il y a Reyes et Charlet, et oh, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Il y a encore des petites citations qui m'ont fait rire. Elle a encore de ses répliques. Elle a encore une personnalité qui est complètement déphasée, mais on la retrouve pas de la même qu'avant. Parce que à la fin du tome 3, vous savez, il va se passer quelque chose. Je ne dis rien pour ceux qui n'ont pas lu le tome 3. Mais il va se passer quelque chose de traumatisant pour Charlet. Et de fait, dans le tome 4, elle va plus être du tout la même parce qu'elle va être plus plus en retenue. C'est-à-dire que Charlet, dans les 3 premiers tomes, vous la voyez comme une fille qui n'a peur de rien, qui est sûre d'elle, qui n'a peur de rien, qui se laisse un peu aller. Et là,
ce qu'elle a vécu dans le tome 3 lui fait un petit peu remettre tout ça en cause, puisque maintenant, eh ben, elle a peur, elle a vraiment peur, et elle se méfie de plein de choses, et elle a une phase comme ça où elle ne veut plus travailler. Bon, ben déjà, il y a aussi tous les problèmes avec sa famille, et elle sait plus dormir, elle n'arrive plus à dormir non plus, donc résultat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde la TV et elle télé-shopping. Et elle se dit, mais non, dis donc, dans ce télé-shopping, il y a plein de choses qui me servent, qui pourraient me servir et que je vais commander. Donc, résultat, son appartement, c'est devenu une cacophonie de caisses avec des trucs qu'elle a achetés au téléachat et qui ne lui serviront strictement à rien. Voilà, donc ça commence comme ça et on en apprend plus sur elle. On en apprend plus sur Charlet et Reyes, à savoir qu'on se dirige bel et bien vers une guerre entre le bien et le mal, forcément, et qu'ils ont chacun un rôle à jouer, et que forcément, à un moment donné, il y a des décisions qui vont devoir être prises. Et on le sent, et on se dit que ça va être très 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 dur. Mais c'est vraiment un tome qui est accrocheur, un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me demande si à un moment je vais pas les relire parce que ça me manque déjà de plus avoir Charlet, de plus avoir Reyes. Et ce que j'ai adoré dans ce tome-ci, c'est sa petite manie qu'elle a à nommer toutes les choses. Bon, vous savez déjà qu'elle a nommé ses petits... Voilà. C'est donc ses dangers et Will Robinson. Elle nomme tout en fait. Son cerveau a un nom, sa zone intime a un nom, et elle se rend compte, sa voiture aussi a un nom, et elle se rend compte que, misère, elle n'a pas nommé le canapé. Donc elle cherche un nom pour le canapé, et ça revient en petit fil conducteur pendant tout le bouquin, et je trouve ça drôle parce que c'est tellement Charlet de partir dans des délires comme ça et puis d'y revenir sans qu'on s'y attende. Enfin, c'est trop bon. Voilà, donc Charlet, vous n'avez pas encore lu, je vous conseille parce que c'est de la bombe, c'est trop trop génial, et en plus vous n'allez pas être déçus parce que dans ce tome-ci, il y a beaucoup de Reyes. Voilà. Ensuite, j'ai lu une petite romance chez Milady, romance Central Park. Donc, il s'agit de Amoureuse anonyme de Joe Piazza. Alors, je l'ai lu parce que vous voyez, il est tout court. Et en plus de ça, l'éditeur a annoncé que c'était le coup de cœur de l'éditrice. Donc, je me suis dit, ça ne peut être que bien. Mais j'ai été un peu déçue. Mais voilà, donc le pitch de départ, on suit Sophie qui a été larguée par Eric, avec qui elle vivait une belle relation depuis 2 ans. Et suite à cette rupture, elle a du mal. Elle a vraiment du mal à passer à autre chose. Et elle n'arrête pas de harceler Eric, à lui téléphoner. Donc d'abord, enfin, elle va chez lui. Ensuite, ce sont des conversations téléphoniques. Et puis c'est des textos. Et puis pour finir, bah, lui, à un moment donné, il ne lui répond plus. Mais elle commence à se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et elle revient toujours, à chaque fois qu'elle parle avec ses amis, elle revient sur cette relation qui commence un petit peu à en avoir ras-le-bol. Et une de ses amies, qui s'appelle Annie, donc a un problème d'alcool. Et suite à une petite embardée avec une voiture de police, elle va se retrouver aux alcooliques anonymes, et elle demande à Sophie de l'accompagner. Et Sophie va aller avec elle à cette réunion, et elle va se rendre compte, alors qu'on la prend pour une alcoolique, que parler d'Eric en changeant son nom par Jack Daniels peut lui faire du bien, que ça lui fait du bien d'être écoutée par des gens qui vivent une addiction. Elle se rend compte qu'elle ne vit pas une addiction à l'alcool, mais une addiction à l'amour. Et en parlant avec la personne qui s'occupe des AA, donc Joey, elle va se rendre compte que ce serait bien d'avoir un même dispositif que les alcooliques anonymes pour les accros à l'amour. Et donc elle va former un espèce de petit club avec d'autres femmes qui vont venir parler un petit peu de leur histoire, comment elles ont vécu les ruptures et tout, et on voit ces histoires, c'est des femmes complètement folles. Il y en a même une, elle est prête à faire des enfants dans le dos au gars en se disant, si je suis enceinte, il me quittera pas. C'est ridicule. C'est vraiment le truc pour faire fuir un mec, justement. Enfin voilà, donc il y a plein de petites choses, de petites histoires comme ça. Et dans le principe, j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était pas con ce qu'elle racontait. Je me suis rendu compte que moi-même, j'ai été une accro à l'amour, et que à un certain moment de ma vie, j'étais amoureuse de l'idée d'être amoureuse. En fait, voilà, donc dès que j'étais avec un gars, tout de suite, on imagine mariage, enfant, patati patata dès le premier rendez-vous. Et je me rends compte que j'ai été comme ça aussi, que j'étais amoureuse de l'idée d'être amoureuse, et l'idée d'être aimée par l'autre, plus moi me posais la question, est-ce que moi je suis amoureuse du gars? C'était ça qui était important, mais moi c'était l'idée d'être amoureuse vraiment qui me plaisait. Et voilà, donc je me suis en fait beaucoup retrouvée dans ce roman. J'ai aussi eu une relation où ça s'est vraiment mal fini, et où vraiment j'ai été dans un état aussi pathétique que les demoiselles ici. Et je me suis rendu compte que ce livre, quand on vivait une rupture, bah, ça pouvait faire du bien de le lire, parce que ça pouvait justement permettre à la femme, ou l'homme, mais plus grandement la femme, de mettre un point sur tout ce qui ne va pas dans sa manière d'être, dans ce qu'elle fait par rapport à une relation,
et surtout de reprendre pied en prenant des conseils intelligents pour pouvoir repartir de plus belle et pour pouvoir trouver un homme sans tout de suite se dire je vais pas directement m'imaginer que c'est l'homme de ma vie, je vais laisser faire les choses. Et je me dis que ce bouquin-là, par rapport à ça, quand on vit une rupture, c'est vraiment le bouquin à lire, c'est vraiment le b.a.-ba et je trouve que ça fait du bien. Bon, moi je suis pas dans ce contexte-ci parce que j'ai arrêté cette idée-là il y a déjà quelques années, maintenant que j'ai rencontré mon chéri d'amour, donc avec qui tout se passe bien et tout. Mais ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a fait penser que moi j'ai été pareil, une accro à l'amour aussi. Donc par rapport à tout ça, je trouve que le livre est vraiment bien tourné. Mais à côté de ça, j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages parce que en fait elles nous racontent leur histoire par rapport à leur vie amoureuse mais on sait rien d'autre d'elles en fait. Vous voyez, c'est pas des personnages qui sont très approfondis, elles sont juste là pour nous donner leur histoire, leur version, mais à côté d'elles dans une situation amoureuse, on ne sait pas du tout ce qu'elles ont, ce qu'elles aiment dans la vie ou quoi que ce soit, on sait juste qu'elles aspirent à trouver l'homme de leur vie, à être heureuses en couple. Mais à part ça, enfin une femme ne se limite pas à ça. Donc il n'y a pas de développement des personnages, donc du coup j'ai pas pu m'y attacher. Et en plus de ça, à certains moments, j'ai trouvé que le récit, même s'il ne fait que 280 pages, j'ai trouvé que c'était assez longuet. En plus, vous voyez, c'est pas écrit gros, c'est quand même, pour un milady roman, je veux dire, c'est quand même, d'habitude, c'est beaucoup plus petit que ça, le caractère. Regardez par exemple. Non, ici, il est gros aussi. J'en ai pas de milady à vous montrer où c'est plus petit. Si, le charlet. Voilà, donc vous voyez, charlet, hop, 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 c'est déjà plus petit, tandis que là, on est passé à un petit truc plus gros. Voilà, et par moments, c'est vrai que je trouvais ça hyper long, je trouvais pas qu'il y avait, ça avançait des masses. Mais plus on avançait dans l'histoire, plus ça s'est dissipé. Je dois dire qu'en arrivant à la fin, globalement, j'avais quand même un bon petit ressenti, mais c'est pas le coup de cœur en tout cas que j'attendais par rapport au coup de cœur annoncé par Milady. Donc voilà, moi je trouve que c'est le bouquin à lire quand on vient de rompre, parce que ce livre peut vraiment faire du bien, mais bon, c'est pas transcendant non plus. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Glitch de Heather Anastasiou dans la collection R. Alors, je vous avoue, ce livre, comme beaucoup de la collection R, dès que je vois les premiers avis qui tombent, c'est toujours mitigé. Et là, c'est vrai qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient un peu négatifs. Donc, du coup, j'hésitais à le lire. Et puis, en voyant une vidéo de Gal il n'y a pas très longtemps, j'ai vu qu'elle avait aimé. Je me dis, tiens, si Gal aime bien, peut-être que ça va passer aussi chez moi. Donc, du coup, je l'ai lu. Et j'ai vraiment adoré, j'ai renoué un peu avec la dystopie, ça faisait un petit moment que j'en avais plus lu. Et là, de recommencer un peu avec Glitch, ça m'a plu tout simplement. Je sais que les idées sont pas neuves, que c'est du déjà vu, mais voilà, chez moi ça a quand même fonctionné. Donc on suit une jeune demoiselle qui s'appelle Zoël, ou Zoé, son petit diminutif, donc qui glitch. Voilà, donc pour vous expliquer un peu le monde, on est dans un monde où on est parti du principe, donc il y a eu plein de guerres, notamment des guerres atomiques et compagnie, et donc l'air à la surface, faut même pas y penser, c'est pas bon, berk, berk, berk. Donc du coup, tout le monde vit en sous-sol, et on a raconté aux gens que suite donc à toutes ces guerres, on en est venu à considérer les émotions comme le centre de tout ce qui était mauvais chez l'homme et que donc il fallait les abolir en quelque sorte. Et donc à la base du cerveau il y a l'amygdale, et dans l'amygdale ils mettent une puce, et cette puce a le pouvoir donc d'annihiler un petit peu les émotions et de vous connecter au lien, donc qui unit un petit peu la société. Et quand vous êtes au lien, vous avez votre vie qui est vraiment bien calculée. Boulot dodo, quoi, en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment de place pour l'amusement. Même les phases de détente sont programmées à l'avance, donc vous ne pensez plus par vous-même. Vous pensez pour la communauté, par la communauté. Enfin, voilà, il n'y a que la communauté qui compte. Sauf qu'évidemment, les dirigeants, eux, n'ont pas cette puce et qui peuvent vivre tranquillement, alors que vous ressemblez à des zombies ou des esclaves qui faites ce que la société attend de vous, point barre, et sans vous révolter en plus de ça. En plus que tout comportement déviant, chaque personne est censée donc le rapporter et dénoncer donc les prochains. Sauf que chez les ados, on remarque qu'il y en a de plus en plus souvent qui glitch, et glitcher, c'est en fait le fait que la puce a un petit dératé, et pendant les phases de glitch, la personne où l'ado retrouve la pleine possession de ses facultés, donc n'est plus dirigé par la société et commence un petit peu à ressentir les émotions. Et au début, forcément, c'est très perturbant. Il y a même qui pensent à aller se dénoncer eux-mêmes en se disant voilà, si je dis que j'ai un souci, on va réparer ma puce et hop, voilà. Mais ils savent aussi que dans certains cas, on peut vous désactiver. Donc vous désactiver, c'est vous tuer. Donc il y en a qui ont peur et voilà. Et donc notre petite Zoé, elle va commencer à glitcher. Elle va commencer un petit peu à mettre des mots sur ce qu'elle ressent.
Et dans tout ce premier tome, eh bien, en fait, on apprend l'univers assez rapidement, puisque l'auteur nous dévoile dès les premières pages à quoi on s'attend. Donc directement, l'univers est posé. Et ça, je vous avoue que c'est quelque chose que j'apprécie énormément, parce que je déteste arriver dans un univers dystopique où je dois attendre des plombes avant qu'on m'explique un petit peu du pourquoi, du comment. Ici, on vous explique tout, la situation actuelle et surtout pourquoi on en est arrivé là. Et ça, c'est bien. Par exemple, dans Starters, on vous dit oui, il y a eu une guerre des sports, et puis baf, on vous en parle pas plus. Tandis que là, on sait un petit peu plus ce qui est expliqué, on sait ce qui a amené la situation à dévier vers ce qu'on a maintenant. Donc au niveau de la mythologie, elle est très bien expliquée, elle est expliquée au début, donc résultat, voilà, hop, on a déjà toutes les bases. Et ensuite, ce que j'aime dans ce premier tome, et ça je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément aimé à cause de ça, ben c'est que le reste est un petit peu, il n'y a pas vraiment d'action à part à la fin, mais le reste c'est vraiment l'héroïne qui se découvre. C'est-à-dire que vous avez une gamine de 17 ans qui ne sait pas ce que c'est l'amour, qui ne sait pas ce que c'est la peur, ni la colère, et elle doit essayer d'apprendre à jongler avec ces émotions-là, et donc forcément, bah, dans le premier tome, elle peut sembler être naïve et de faire des mauvais choix, mais moi je trouve ça normal, puisqu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle ne comprend pas ce qu'elle ressent, donc évidemment il faut lui le temps qu'elle intègre un petit peu les relations, et puis qu'elle arrive à faire la différence entre oui, lui je l'aime parce que c'est mon ami, lui je l'aime parce que j'ai envie de plus. Notamment parce que je dis ça parce qu'il y a un triangle amoureux. Donc moi j'ai aimé ce premier tome parce que je trouve justement qu'il pose bien les bases. Et si on avait eu une héroïne qui était directement hop hop hop, moi je sais où je vais, je sais qui je suis, tchic tchic, et je trouve que ça n'aurait pas été logique parce qu'il fallait vraiment une phase de découverte où elle se dit voilà, ça, et qu'elle fasse ses propres erreurs. Enfin, c'est comme vous avez grandi jusqu'à la majorité, mais là, elle doit un petit peu rattraper tout ce temps-là en seulement quelques mois. Donc j'ai trouvé normal ces hésitations, ces doutes, ces phases où elle ne faisait pas les bons choix, ces phases où elle était plus naïve, plus manipulable. Donc moi j'ai vraiment adoré ce premier tome. Ils ont aussi un pouvoir, je ne vous l'ai pas dit, mais les glitchers développent un pouvoir propre un peu fantastique. Par exemple, Zoé, c'est la télékinésie, lui, c'est de voir un petit peu l'avenir via des visions, et Max, c'est de pouvoir emprunter l'apparence de quelqu'un d'autre. Enfin, chaque glitcher a un pouvoir propre. Et là aussi, j'ai trouvé qu'on nous expliquait bien comment ces pouvoirs apparaissaient, ou ces dons plutôt, et je trouvais que c'était vraiment bien amené. Mais au niveau des relations, bah forcément, il y a un garçon qu'on aime bien, qu'on n'aime pas. Adrien, c'est vraiment le mec très gentil, qui lui est très dévoué pour la cause à laquelle il croit. Et à côté de ça, vous avez l'autre à côté, qui est Max, et Max, lui, est vraiment détestable au possible, puisque lui, il est en fait très 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 égoïste, c'est-à-dire que lui il s'est mis dans la tête qu'il voulait connaître toutes les émotions positives, tout ce qui était plaisir, et qu'il occulte un petit peu le reste et en prenant ce qu'il veut pour des réalités, c'est-à-dire que dans sa tête, Zoé doit être avec lui, donc forcément il va commencer à l'embrasser sans lui demander son avis, à la considérer comme sa copine, alors qu'elle, elle sait pas du tout où elle en est avec lui, ni avec Adrien, ni quoi que ce soit, et lui franchement, eh ben, je l'ai pas aimé du tout. Les révélations à la fin, il y en a qui m'ont surprise, d'autres pas du tout. Voilà, ça dépend lesquelles. Il y a des choses que je sentais venir, parce que là, je me suis dit non, c'est pas logique, il y a quelque chose derrière ça. Mais pour le reste, bah, l'auteur m'a quand même surpris. J'ai aimé la manière dont ça s'est terminé. Et bah, c'est un excellent tome que je vous recommande. Moi, j'ai beaucoup aimé ce premier tome de Glitch. Ensuite, petite lecture détente spécialité. Donc, j'ai lu le tome 2 des filles au chocolat, Cœur Guimauve de Cathy Cassidy aux éditions Nathan. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui parlait de Cherry, donc qui était la petite fille de Paddy. Donc pour vous rappeler l'univers global, on est face à une famille recomposée, donc Paddy et Cherry d'un côté, Paddy donc, va se mettre en couple avec Charlotte qui elle a 4 filles. Donc il y a Oni qui est l'aînée, ensuite il y a 2 jumelles, Sky et Summer, et ensuite il y a Coco qui est la plus petite et qui a 11 ans. Et voilà, donc cette famille va devoir s'habituer maintenant à être une famille recomposée et à vivre avec de nouvelles personnes qu'elle ne connaissait pas, surtout que les 4 sœurs notamment sont fort proches l'une de l'autre. Et donc dans le premier tome, on fait la connaissance de Sherry, qui est donc la fille de Paddy, et qui a du mal un petit peu à se mettre dans cette nouvelle famille parce qu'elle n'a jamais eu d'amis, et dans l'école où elle était avant, elle n'était pas fort appréciée, et donc elle a peur que ça se reproduise avec sa nouvelle famille, et donc on voit un petit peu les problèmes d'adaptation qu'elle va avoir. Si ça va bien se passer globalement avec ses sœurs, ça va pas bien se passer du tout avec Oni, avec l'aîné donc, et bah, ça s'accentue un petit peu dans ce tome-ci. Mais dans ce tome-ci, ce n'est plus Sherry qui est la narratrice, c'est Sky qui est une des 2 jumelles,
Et ici dans ce tome-ci, on va voir un petit peu que Sky, donc on est 3 mois après la fin du tome 1, et Sky, alors qu'ils sont à Halloween, va découvrir donc une histoire d'une ancêtre de sa famille qui s'appelle Clara, et qui devait se marier avec Harry, qui était plus âgé qu'elle, mais elle était amoureuse d'un gitan, et donc son père ayant fait partir les gitans parce qu'il voulait pas que sa fille l'épouse, eh bien elle avait disparu, et toute la rumeur consistait à dire qu'elle s'était jetée dans l'océan et qu'elle s'était suicidée. Et donc cette histoire hante Sky, surtout que dans le grenier que Paddy aménage pour faire la chambre de Cherry, eh bien ils vont retrouver des affaires qui appartenaient à Clara. Et donc une fois qu'elle les porte et qu'elle dort, elle va vivre des rêves un petit peu bizarres, et où elle va un petit peu retracer le parcours de Clara. Et donc cette histoire la hante, et tout le tome consiste justement en cette découverte de Clara, de son secret, et de Sky qui essaie de trouver sa place dans sa nouvelle famille. Même si le problème ici n'est pas trop... C'est encore un problème de famille recomposé, mais pas, pas la même chose que par rapport à Sherry, qui elle devait vraiment s'adapter à une nouvelle famille qu'elle ne connaissait pas. Ici, Sky va se rendre compte qu'elle est en train de prendre des distances par rapport à sa sœur jumelle, Summer, et par rapport à sa meilleure amie, Millie. Et c'est ça qui est en train qui la ronge de l'intérieur, c'est qu'elle a l'impression que ses rapports avec ces personnes-là sont différents, et surtout elle a l'impression qu'elle a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur, et qu'aujourd'hui elle a aussi envie qu'on la voit pour ce qu'elle est et pas pour être la sœur de Summer. Et moi j'ai beaucoup aimé ce tome par rapport à ça, voir les interrogations de cette jeune fille, même si j'ai trouvé voilà, qu'il était un petit peu moins bon que le premier tome, mais il était toujours très agréable à lire, et j'aime toujours les histoires de la fabrique des chocolats, et le cœur guimauve, là, la création de ce nouveau petit chocolat avec saveur guimauve à l'intérieur. J'en avais les papilles en ébullition rien qu'à l'imaginer. Donc c'est un petit tome très très agréable, mais je tiens quand même à relever qu'il y a une petite incohérence. C'est que à un moment donné, il y a quelqu'un qui demande à Sky pourquoi est-ce que sa sœur s'appelle Summer alors qu'elles sont nées en plein mois de février. Et donc là, Sky raconte qu'il y a une histoire, et c'est qu'en fait, quand ses parents étaient jeunes et amoureux, ils sont partis en vacances sur l'île de Skye en été, et comme les filles ont été conçues là-bas, et bien c'est pour ça qu'ils les ont appelées Skye en rapport avec l'île, et Summer en rapport avec les vacances. Sauf que, mois de février, si vous comptez 9 mois pour faire un bébé, on est au mois de mai, et au mois de mai, on n'est pas en été, on est au printemps. Attention, donc elle aurait dû s'appeler Spring. Donc c'était pas tout juste, donc je tiens quand même à le soulever, même si c'est pas fort important. Mais ça reste toujours une petite saga agréable, avec un style qui est forcément très léger puisque très jeunesse. Mais moi personnellement, ça me dérange pas, et j'aime bien découvrir cette petite saga tout simplement. Et enfin, je vais vous parler maintenant de ma lecture en cours. Il s'agit du tome 2 de Glitch. Donc Résurrection de Heather Anastasiou, toujours dans la collection R. Donc ici on est déjà dans un contexte qui est totalement différent du tome 1. Donc on a totalement quitté ce qui est la partie communauté, Zoé qui a totalement quitté cet univers-là et qui a rejoint la résistance. Et visiblement dans ce que j'ai compris ici, donc on met sur place une école, une sorte de fondation pour les glitchers, où on leur apprend à maîtriser leur pouvoir, leurs dons, ce qui n'est pas facile, surtout que là, visiblement, Zoé a d'énormes problèmes avec sa télékinésie qu'elle n'arrive plus du tout à gérer, et que celle-ci se manifeste à des moments où elle ne veut pas, et que quand elle se manifeste, c'est violent, très 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 violent, au point de foutre le bordel partout où elle est. Donc je retrouve l'univers avec plaisir, je retrouve les personnages avec plaisir. Maintenant je suis arrivée à la page 156. On pose un petit peu l'univers avec la fondation, mais je ne sais pas encore trop ce qui va se passer. Bon, vis-à-vis de la quatrième, visiblement, il y a des visions d'Adrien qui deviennent de plus en plus dures, et lui, il n'ose pas trop en parler à Zoé. Lui se demande vraiment s'il doit continuer à lui parler de ces visions qu'il a à propos d'elle, parce qu'il se demande si ça ne joue pas contre eux, en fait. Et par rapport à ça, ils utilisent l'analogie de la, je ne sais plus qui, je crois que c'est la Sphinx, ou la Sphinge, qui avait dit au père de Deep qu'il serait tué par son fils et que celui-ci épouserait sa mère. Or, donc, comme il a pris peur, le papa de Deep l'a abandonné dans le désert, il a été recueilli par un berger, puis il est revenu, il a tué son père dans le désert, et puis il a épousé sa mère. Mais maintenant, si il n'y avait pas eu cette prédiction, et que Deep avait vécu dans sa famille avec son père et sa mère, est-ce que le destin aurait été le même ou pas? Est-ce que c'est pas le fait de dire, voilà, il va se passer ça, qui enduit notre comportement de sorte de prendre des décisions qui sont peut-être différentes de celles qu'on aurait prises
si on n'avait pas su. Enfin, je sais pas si vous me suivez. Et donc, forcément, Adrien est en pleine réflexion par rapport à tout ça. Il voit des choses qui sont très sinistres et il veut pas le dire à Zoé parce que il a peur des répercussions par rapport à ce qu'il dirait. Voilà, donc là, j'en sais pas plus, j'en suis là. Et je vais me faire un plaisir de retourner dedans. Et jusqu'à présent, j'adore autant que le premier tome. Et ben voilà, c'est tout pour moi durant ce mois. Comme je vous ai dit, j'essaye de vous faire une vidéo la semaine prochaine puisque je suis encore en congé. Après, tout dépendra un petit peu de mon temps. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bel été, de profiter du soleil, de la chaleur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!